Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Murcie. On va revenir un petit peu sur les coureurs au top, sur les flops du côté de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos de cyclisme, aussi de biathlon, notamment les poursuites aujourd'hui, du côté des championnats du monde. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Plus vous cliquez rapidement sur notification, sur une miniature, plus ça met les vidéos en avant, donc je remercie les gens qui le font. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et ça se passe dans les commentaires. Je remercie également les gens qui font cet effort. On commence tout de suite avec cette vidéo. Alors c'est dommage, on a eu que les 30 derniers kilomètres de retransmis à la télé, les 33 derniers kilomètres retransmis à la télévision. Donc je vais pas vous faire un résumé, parce qu'en gros, il manque des informations pour faire un résumé. C'est toujours bien ces courses, on n'a même pas une heure de diffusion télé. Dans ce cas-là, je pense que ça serait presque même plus intéressant de diffuser un résumé que de diffuser la course juste après, enfin que de diffuser les 30 derniers kilomètres en direct. Mais bon, ça après ce sont des choix de réalisation. C'était une course intéressante parce qu'on avait déjà la UAE qui était avec une grosse armada, et la question était de savoir comment battre la UAE. Eh bien, il y a des coureurs qui ont réussi à trouver la solution. C'est surtout qu'il y a un coureur de la UAE qui s'est quand même bien planté, et je pense qu'on n'a pas eu la meilleure stratégie au monde du côté de l'équipe Emirati, et ça fait quand même plusieurs fois que ça arrive, depuis le début de saison, où on se dit « Ah, ils ont peut-être pas choisi le bon cheval du côté des Émiratis ». Et là encore, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais on y reviendra. On parlera également de la décathlon AG2R, qui a encore été, qui a été intéressante, plus intéressante même que sur le Tour de la Provence, autour de Sander de Pestel. Enfin voilà, un programme chargé pour ce Tour de Murcie, qui est la première partie d'un triptyque où vous avez la Classica d'Almeria, et puis lundi, la Classica Raen, Parisor. Vous savez, cette course avec des chemins en gravel qu'on avait vu notamment l'année dernière, qu'on avait débriefé l'année dernière, même si elle s'est déroulée sous la pluie. J'espère que cette année, ça sera sur le sec, parce que c'est une course qui commence à avoir une petite réputation. C'est dur quand même, la Classica Raen Parisor. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec bien le vainqueur du jour. Un Christen en cachalote, c'est le Tour de Fabio Christen. Première victoire chez les professionnels. Alors je vous en avais parlé du côté de Q36.5 en disant qu'il ne fallait pas négliger Fabio Christen. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Yann, mais j'avais dit faites attention, Fabio Christen il a du talent. Et il avait du talent sur les jeunes, et là il a montré qu'il avait du talent également chez Q36.5. Il a très bien couru dans le final. Il a anticipé. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'il fait au moins un sprint de 350 mètres, 400 mètres, Christen, en faux plat montant, mais il a anticipé, il n'avait peut-être pas les qualités pour battre techniquement un Del Toro ou un Paré-Pinte, mais il s'est dit en anticipant, on ne sait pas ce que ça peut donner, au moins je ferai 3. Après, on peut voir s'il y en a un qui se plante, ce que ça peut faire. Et en fait, il a eu de la chance, Fabio Christen, c'est que Del Toro a complètement explosé dans la ligne droite finale, ce qui fait qu'il provoque une cassure, et que Paré-Pinte, même s'il revient fort sur la fin, il a anticipé aussi un petit peu son sprint, et il était un peu juste. Mais début de saison, canon quand même de Fabio Christen. Donc vainqueur ici autour de la région de Murcie, 13e à Serra Tramontana, 13e à Calva, 17e au Grand Prix Castellón. Ça fait déjà 138 points UCI de marqués par Coco. C'est pas mal, L'an dernier, il avait fait quoi en points UCI? Il avait fait 544. Donc voilà, vous voyez, il a mieux démarré que l'an dernier. Et on sait que c'est un coureur qui a du talent, 5e de l'Arctic Race, qui a des qualités de puncher. Alors peut-être plus puncher, plus classic man que son frère. Que Yann Christen, Fabio Christen. C'est plus un mec, je pense, de classique, de course d'un jour. Il faudra le confirmer dans le temps, mais je pense que c'est plus un profil comme ça, mais avec des qualités indéniables. On le verra donc à Raen, on le verra sur le Tour d'Andalousie également la semaine prochaine. Donc un programme chargé avant d'aller en Belgique sur les classiques flandriennes du côté de Yann Christen.
De Fabio Christen, pardon. Voilà, je savais que j'allais le faire à un moment, de dire Yann à la place de Fabio. De Fabio Christen, mais là, il a été très intelligent. Il a très bien couru. Il s'est caché pendant une grande partie du final. On ne le voit pas. Et dans ce genre de cas, quand tu es dans un petit groupe de 8-9, quand on ne te voit pas, c'est peut-être plutôt la meilleure idée. Même s'il ne faut pas se faire piéger dans ce genre de cas, mais il a été très très bon dans le final. Donc bravo Fabio Christen qui a fait de l'excellent boulot et qui a réussi à s'en sortir à la perfection. Maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner sur d'autres courses dans le futur, mais c'était un coureur qui avait gagné une étape également du Tour de l'Avenir en 2023. Et désormais, donc première victoire chez les professionnels. Il avait enchaîné les top 5, top 10 l'an dernier, notamment sur Paris Tour, notamment sur la classique Gerhardsbergen. Je vois ça, ou même sur le Tour d'Allemagne, il avait fini dans le top 10. Donc un coureur qui a beaucoup de talent et je pense vraiment un spécialiste des classiques. Je pense que ça peut être un vrai talent sur ce type de course. Il a un vrai profil classic man, Fabio Christen. Et puis on voit la Q36, l'arrivée de Pidcock, ça nous a fait un peu comme Sagan chez Total Energy. Ça a créé une dynamique dans cette formation qui s'est concrétisée par des victoires sur le Hall ou la Tour. Et souvent, quand vous gagnez des victoires, vous les enchaînez. On l'avait vu avec la Décathlon, notamment en termes de bonne dynamique. Et c'est ce qu'avait eu du mal à faire Cofidis. Et bien là, on voit que la Q36 a réussi à le faire parfaitement. Donc on va voir si ça va se poursuivre, que ça soit avec Pidcock, mais aussi avec Moschetti, avec d'autres coureurs du côté de cette formation suisse. On poursuit. Deuxième coureur top, pour moi c'est Jordan Labrosse. Quel travail d'équipier dans le final de la part de Jordan Labrosse. Alors pas récompensé par la victoire de son leader, Aurélien Paré-Pinte, mais encore une fois qui a subi la cassure provoquée par Del Toro, qui a complètement explosé dans le final, qui a complètement craqué. Voilà, je me disais moi faire attention à Del Toro dans le dernier kilomètre parce qu'il était capable de faire le coup du kilomètre. Sauf que pour ça, il aurait fallu avoir des jambes et il n'avait pas du tout les jambes. Donc quand Fabio Christen accélère, il tente d'y aller, mais il n'a pas les jambes. Ça fait une petite cassure. Aurélien Paré-Pinte est obligé d'anticiper un petit peu son sprint. Sauf que il n'arrive pas à lancer aussi bien que prévu. Aurélien Paré-Pinte. Mais c'est dommage pour le coureur français. Mais alors Jordan Labrosse, quelle course du français. Je trouve qu'il vraiment, s'il arrive à faire ça plus longtemps dans l'année, ça montrera qu'il a pris de la caisse pendant l'hiver. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, sa première année chez Decathlon, je ne l'avais pas trouvé incroyable sur cette première saison. Même s'il avait fait 4e de Cholet, je m'attendais peut-être à un peu trop du côté de ce coureur. Mais alors là, il a été très bon. Vraiment, je l'ai trouvé très impressionnant, courant en fin de contrat. Pur produit AG2R. Alors là, lui, il a fait tout chez AG2R, l'équipe U19, l'équipe U23. Et puis désormais l'équipe 1. Mais on va voir, Jordan Labrosse, qui avait eu l'erreur de tomber sur le Santos Down Under. Il a été tombé sur une étape, sans de gravité. Et puis il a bien récupéré de son passage en Australie. Alors il avait fait que le Down Under. Il n'avait pas fait les autres épreuves, notamment la KDV Vans et la Surf Coast Classic. Surf Coast Classic. Mais voilà, bonne journée pour Jordan Labrosse. À l'avant, il fait quand même 10e de la course. Vous pouvez regarder le classement dans la description de la vidéo. Et puis Aurélien Paré-Pinte, c'était un jour de reprise. Bon, lui en a manqué un petit peu, mais on sait qu'il est très fort dans ses arrivées en petit comité. C'est comme ça qu'il avait gagné la Marseillaise. C'est comme ça qu'il avait gagné également sur le Tour des Alpes. Il est très fort comme ça dans les arrivées en petits groupes. Sauf que là, Fabio Christen a été plus malin. Et surtout, il avait tout bien fait. C'est vrai qu'il prend la roue de l'équipe favorite. Il prend la roue de Del Toro, mais Del Toro a craqué. Et ça, on ne pouvait pas vraiment l'anticiper. Là aussi, Aurélien Paré-Pinte, je regardais, pur produit de la formation AG2R, Chambéry Cyclisme Formation, puis dans l'équipe depuis 2018, depuis août 2018. Il est dans cette formation. Donc ça fait déjà une petite trotte, contrat jusqu'en 2027 pour lui. On le reverra normalement sur la Classique VAR, le Tour des Alpes-Maritimes. Il faudra s'en méfier avant d'aller sur la Faune Ardèche Classique et Paris-Nice. Voilà pour son programme de début de saison. Il y aura également Milan-San Remo, où il aura un rôle d'équipier normalement sur cette course, quoique, je ne sais pas qui ils emmènent sur Milan.
Je sais pas s'il y a déjà une petite start list. Alors on nous met Lafay et Nason. Ce sera peut-être plutôt une équipe très portée sur le punch du côté de la Décathlon. C'est vrai que techniquement, il ne peut pas passer pour moi, notre ami Bennett. Il y a peut-être Godon qui pourrait passer, le Poggio par exemple. Mais ouais, ça va être intéressant, hein, Milan-San Remo. Je vous donne la date de Milan. Là, je l'ai plus. Milan-San Remo, c'est le 22 mars. Donc c'est encore dans un mois. Hein. On a encore un petit peu de temps avant de voir Milan-San Remo. Il y aura notamment Paris-Nice. Il y aura encore un beau programme, notamment l'UAE Tour la semaine prochaine sur la chaîne, ou encore le Tour d'Andalousie. On essaiera de faire les 3 courses le week-end, plus le 6 Nations, plus une vidéo Vendée Globe. Ça va être sacrément animé cette fin de semaine de février. On termine avec Astana, XDS Astana. Aujourd'hui, encore beaucoup de points de récupérer. Alors oui, ça gagne pas. En même temps, ils ont tenté le coup avec Scaroni à plusieurs reprises. Après, si UAE n'a pas voulu rouler, n'a pas voulu collaborer, c'est bien dommage pour eux. Mais ils font 3, 4, 5 aujourd'hui, ce qui fait des points UCI. Alors oui, c'est pas la manière la plus jolie, mais on sent que l'objectif est d'aller chercher des points. Ils avaient dit en début de saison, ça m'avait fait marrer quand j'avais vu ça, Vinokourov qui avait dit qu'il a utilisé un algorithme pour savoir sur quelle course aller pour marquer le maximum de points. Pour moi, ils n'étaient pas obligés de prendre un algorithme, hein, ils pouvaient le savoir par eux-mêmes. C'est ça qui m'avait fait marrer. Je me dis, des fois, on utilise l'IA alors que ça pourrait être fait par des humains, et c'était déjà très bien fait par des humains. Il fallait juste avoir un petit peu de réflexion. Mais du côté de la XDS Astana, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de points qu'ils ont marqués. Ils ont déjà récupéré 1000 points sur la Cofidis. Alors, ils sont encore très très loin d'être en position de non relégable. Il faudra qu'on fasse un point même, UCI, parce qu'on n'en a pas fait depuis le début d'année. Il faudra que je me note ça. Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais ouais, il y a des points UCI. Quoique mardi, il y aura peut-être du temps pour faire ça. Bon, je verrai. Mais il y aura besoin de faire un petit point sur le classement UCI par rapport au dernier point qu'on avait fait en fin de saison l'an dernier. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu pas mal d'évolutions avec des équipes qui enchaînent les bons résultats pour le moment. Donc oui, et Astana, ils enchaînent, ils marquent les points. Alors oui, ils gagnent pas, mais ils marquent des points, ils marquent des gros points. Ils sont sur une belle dynamique. Et on se souvient, Arkea par exemple avait été sur une belle dynamique comme ça il y a 3 ans désormais. Et ça leur avait plutôt bien réussi, même si Quintana, on lui avait retiré ses résultats. Les points qu'ils avaient marqués en début de saison, c'est ce qui leur avait permis d'aller en World Tour, pour ceux qui se rappellent. Et c'est vrai que la dynamique est toujours très bonne. Après, il faudra voir quand il y aura un peu plus de densité sur les épreuves, s'ils seront en capacité de marquer des gros points. Parce que là, ils tombent sur des épreuves où il n'y a pas forcément tout le monde. Ok, ils s'en sortent bien. Mais par contre, sur des épreuves un peu plus importantes, il faudra voir comment ça se passe. Certains regretteront ils cherchent la course au point plus que les victoires. Après, moi je trouve que ça nous rend ce système-là rend les années, les troisièmes années très passionnantes parce que il y a cette fameuse course au point et que ça permet à des courses d'obtenir pas mal de grandes équipes aussi. Des courses peut-être d'un intérêt moindre qui vont aller réussir à faire vraiment des belles listes de départ. Et moi j'aime bien ce système. Voilà, je sais qu'il est décrié, mais moi j'aime bien ce système. Je trouve juste qu'en termes de points UCI, on ne récompense pas les baroudeurs. Il faudrait trouver un système, notamment sur les grands tours ou même sur d'autres courses, pour pouvoir récompenser les baroudeurs, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne sur cette course du Tour de Murcie, on commence avec la UAE. Je crois qu'ils ont raté le coche encore en termes de stratégie, parce que quand Tim Wellens part avec Scaroni, pour moi, il faut le laisser rouler. Et tu vois bien que là encore, un peu comme De Pestel, tu vois bien qu'à l'oreillette, on lui dit « Non, tu suis pas ». Parce qu'il passe des relais de courtoisie, et c'est pas habituel chez Tim Wellens de passer des relais de courtoisie. On est plutôt habitué à ce qu'il en fasse trop que pas beaucoup. Tim Wellens, et là tu comprends bien que l'objectif est pas de s'échapper. Et c'est dommage parce que Tim Wellens, s'il prend 30 secondes, je suis pas sûr que derrière on puisse pas gérer l'écart. Avec notamment Del Toro qui était dans le groupe de derrière, il y avait aussi un coureur de l'équipe Conti. Et à deux, je pense qu'il pouvait bloquer vraiment le
le groupe de poursuite et éviter que ça revienne. Et comme Jordan Labrosse semblait quand même un petit peu en bout de course dans les 10 derniers kilomètres, je ne suis pas sûr que seul il aurait réussi à revenir sur un Tim Willems déchaîné avec Scaroni. Pour moi, là, ils font une erreur. Ça fait plusieurs fois depuis le début de saison qu'UAE se rate en termes de stratégie. On peut quand même le notifier. Là, c'est encore le cas, parce que pour moi, quand Williams s'attaque, il faut le laisser faire. Voilà, avec Scaroni. En plus, il arrive à suivre Scaroni, donc il n'y avait pas vraiment de soucis. Au sprint, de toute manière, au pire, tu fais 2. Donc c'est quand même mieux que de faire 5 ou 6. Et au pire, tu fais 2, parce que je suis pas sûr que Willems au sprint n'aurait pas été en capacité de battre Scaroni. Bon. Sauf que tu joues pas bien le coup, et ce qui fait qu'à la fin, tu récupères Willems. Et en plus, tu le récupères sans forcément mettre un tempo dans les 10 derniers kilomètres. Parce que si c'était pour jouer avec Del Toro, et j'ai eu l'impression que c'était Del Toro la seule carte aujourd'hui de la UAE, il fallait mettre un tempo dans les 5-6 derniers kilomètres. Pour éviter qu'il y ait des attaques, sauf qu'ils n'ont jamais mis de tempo sur la fin de course, et là ça a été une erreur pour moi du côté de la UAE. Donc mauvaise stratégie aujourd'hui. C'est bien d'avoir les millions d'euros des pétrodollars, mais derrière il faut aussi bien gérer la stratégie, et bon, c'est comme dans d'autres sports, t'as beau avoir les sous-sous, si t'as pas la stratégie qui va avec, ça peut pas le faire. Et aujourd'hui ils ont oublié l'aspect tactique stratégie. J'espère qu'ils se rateront pas aujourd'hui. Parce que je sais qu'ils sont du côté du Portugal avec Morgado, notamment, sur la Figueira classique. Donc il ne faudra pas se rater sur cette course-là. Face à Julien Alaphilippe, notamment, il y aura Ghana sur cette course. Donc il ne faudra pas se rater. Parce que sinon, ça commencera à faire un petit peu beaucoup. Deuxième flop, Intermarché. Pour ceux qui ont vu des maillots d'Intermarché sur cette épreuve, le premier Intermarché, c'est Louis Barré qui finit 17ème. Donc il finit même pas dans le groupe de poursuite, il finit dans un 3e groupe, avec notamment Caicedo. C'est pas top quoi. Il finit avec Stone Mittet, par exemple, le coureur de la Decathlon qui portait, enfin nouveau coureur de la Decathlon, Johannes Stone Mittet, qui était chez Visma auparavant. Il y a quand même 3 Decathlon qui sont devant le premier coureur Intermarché, 3 UAE qui sont devant le premier coureur Intermarché. 2 Movistar, 2 Burgos, vous avez un Q36, même 4 UAE, 4 UAE devant le premier coureur. Il y a même un Total Energy, il y a même Jordan Jegat qui est devant le coureur d'Intermarché. Donc c'est quand même pas exceptionnel du côté de cette formation. Après, collectif au départ, c'était pas fou. Quand on regarde la liste de départ du côté de cette équipe, on partait avec Camiel Bonnieux, Alexis Fort-Prost, qu'on attend de voir le niveau qu'il peut avoir lui, parce que ça fait depuis un an qu'on attend un petit peu qu'il se révèle du côté de la catégorie élite. Gualdi, Place, Hannes, Van Boven, c'était quand même pas foufou au départ, on va dire, du côté d'Intermarché. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour Louis Barré, lui qui était chez Arkea, parce que ça veut dire qu'il s'est plutôt bien intégré dans le collectif. Mais après, pour Intermarché, ça montre que l'équipe est faible, quand même. Ça passera peut-être, parce qu'il y a eu Guilherme qui a eu des bons résultats. Mais ensuite, pour le prochain cycle World Tour, il faudra quand même renforcer la formation, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué du côté de cette équipe qui est, pour moi, était assez peu présente. Je regardais Camiel Bonnieux. Alors il y a un abandon, c'est Hannes. Bonnieux fait 80e avec Place à 16-13. Fort-Prost et Van Boven, eux, sont à 9,43 et Gualdi à 47 secondes. T'as que 2 coureurs dans le top 30. Ils marquent 6 points UCI sur cette journée Intermarché. Autant pas venir, quoi, presque. Mais c'est vrai que quand t'es pas obligé de venir prendre que 6 points UCI, c'est quand même pas l'idéal. Et puis on les a pas vus de la journée. Enfin, dans les 30 derniers kilomètres, on les a pas vus. Et je crois qu'ils n'étaient pas non plus dans l'échappée. Donc ils ont été extrêmement discrets sur cette journée du côté d'Intermarché. Je voulais regarder les résultats, parce qu'à part Guilherme, Cesc Salines, il n'y a pas de victoire pour cette équipe. Et en termes de résultats, c'est quand même pas foufou Intermarché. Je regarde un petit peu, Non, il y a 2 quatrièmes places et une 2e place comme meilleur résultat. C'est Arne Marit, au final, qui a le meilleur résultat de l'équipe.
Donc c'est pas dingue. Hein. Il n'y a qu'une deuxième place, sinon c'est 2 quatrièmes places, et après, on n'a pas de top 10, hein, quasiment. Donc ouais, non, il va falloir accélérer le rythme. Alors ils sont sur la Classica d'Almeria, notamment, et sur la Figuera Champions Classic, avec notamment Biermey, qui sera également sur le Tour de l'Algarve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une horreur, parce qu'entre l'Algarve, Andalousie, Classique Var, je sais pas comment je vais faire, moi, pour débriefer tout ça. Je sais pas quelle course il va y avoir un pass, mais il va y avoir certainement un pass, parce que je pense que ça va être compliqué de tout débriefer, plus le biathlon, plus le rugby. Voilà. Ça va être extra. Je vais avoir une semaine de dingue encore, mais bon, ça va être compliqué cette affaire-là. Et puis je termine avec Jordan Gégat. Je m'attendais un peu mieux. Là aujourd'hui, Jordan Gégat, je trouve que 16e, c'est pas un résultat exceptionnel pour un coureur de la Total Energy. Je m'attendais à ce qu'il arrive à faire mieux. Là, du côté de la Total Energy, on prend que 3 points UCI, donc c'est pas fou. Toute l'équipe était à son service, bon, mais il n'a pas réussi à accrocher les meilleurs. Donc un petit peu dommageable pour lui. Voilà, Jordan Gégat, là aussi un début de saison un peu trop discret pour le moment pour le coureur français. 10e du Alou Latour, mais sans jamais être avec les meilleurs. Là, 16e sur cette épreuve. Je m'attendais un petit peu mieux. On le verra désormais sur la Classique Var. Gros début de saison. Parce qu'il y aura même à l'Egolia, Ardèche et Drôme Classique. Donc il sera présent un petit peu partout. On espère que les résultats seront un peu meilleurs, voilà, pour lui, ce qu'il a montré jusqu'à maintenant. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Make Production. Ciao, ciao!